Jacques Duclos, vous allez le voir apparaître dans quelques instants sur le petit écran. Mais permettez-moi auparavant, à moi, qui suis un de ses camarades, de vous le présenter brièvement. Ce qui me frappe d'abord dans la vie de Jacques Duclos, c'est la fidélité inébranlable à ce qui fut l'idéal de sa jeunesse, quand il choisit de lutter pour le socialisme. Jacques Duclos, peut-être certains d'entre vous le savent, est né dans une famille modeste, dans les Hautes-Pyrénées. Dès l'âge de 12 ans, il doit gagner son pain. Il est apprenti, d'abord à Tarbes, ensuite il monte à Paris, comme on dit, où il se lie avec les socialistes comme Jaurès et Anatole France. Il a 18 ans quand éclate la guerre, il est mobilisé, il est à Verdun, il est blessé. Et au lendemain de la guerre, il entend l'appel de Lénine aux travailleurs du monde entier, et il est un des fondateurs du Parti communiste français. Désormais, on peut dire qu'il sera mêlé à toutes les luttes ouvrières, puisqu'il est membre à la direction du Parti communiste, il est député bientôt. En 1936, il est un des grands leaders du Front populaire, et sous l'occupation hitlérienne, où sa tête est mise à prix, il joue un rôle de premier plan sur le sol de la patrie, dans l'organisation de la résistance et de l'insurrection nationale. Et c'est à cette époque, je m'en souviens, que, si je peux me permettre un souvenir personnel, que le jeune étudiant contestataire que j'étais lut pour la première fois le nom de Jacques Duclos sur une feuille polycopiée qui était jaunie, qui était salie, qui était froissée et qui avait pour titre l'Humanité. Je dois dire que je m'en souviens encore. En tout cas, depuis la Libération, Jacques Duclos a poursuivi le combat pour les grandes causes qui éclairaient ses espoirs d'adolescent, qu'il s'agisse de la défense des revendications des travailleurs français ou qu'il s'agisse aussi de manifester sa solidarité avec les travailleurs des pays coloniaux. Tel est Jacques Duclos, qui aurait pu, comme tant d'autres, choisir de faire carrière et qui a préféré être un militant. Il est un homme politique, mais il n'a jamais été un politicien. Jamais son nom n'a été mêlé au moindre scandale, et même des journalistes qui ne partagent pas ses idées ont tenu à rendre hommage à son honnêteté, à son intégrité. Au cours d'un demi-siècle qui a été fertile en événements de toutes sortes et en tragédies aussi, eh bien, il n'a pas cessé de mener le même combat, courageusement, généreusement, sans jamais dévier de la voie qu'il s'était tracée. Et je me souviens, là encore, de la réflexion peut-être mélancolique que fit un jour François Mauriac aux obsèques de Marcel Cachin, qui fut un compagnon de lutte de Jacques Duclos et qui fut le directeur de l'Humanité. Toute une vie au service de la classe ouvrière, disait François Mauriac, toute une vie au service de la classe ouvrière, cela mérite le respect. Eh bien, je crois que Jacques Duclos, pour les mêmes raisons, mérite le même respect. Jacques Duclos, je ne t'appellerai pas Monsieur le Président, et je vais te tutoyer. Je sais que je cours le risque de choquer ou de surprendre tout au moins un certain nombre de téléspectateurs, mais nous nous connaissons depuis longtemps, nous menons le même combat, nous sommes des camarades, des amis, et il y a entre nous quelque chose de très fort et de très précieux qui s'appelle la fraternité. Alors pourquoi faire du cinéma, si j'ose ainsi m'exprimer? Peut-être ce n'est pas conforme aux usages, mais c'est conforme à la réalité puisque nous nous tutoyons dans la vie. Est-ce que tu es d'accord? Tu as bien raison de me tutoyer puisque nous nous tutoyons ailleurs. Et comme ça, nous ne faisons pas du cinéma ni du théâtre, c'est la vie, tout simplement. Bien. Alors, un autre problème, c'est que je n'ai guère l'habitude à la télévision de poser des questions et que je me bats en général pour défendre mes idées. Et la difficulté de te poser des questions, c'est que je connais en général la réponse puisque nous défendons l'un et l'autre la même politique, mais comme je reçois beaucoup de lettres à l'Humanité à l'heure actuelle, je voudrais me borner aujourd'hui à être l'interprète, l'intermédiaire de ces lecteurs auprès de toi pour que tu puisses répondre aux questions qu'ils se posent. Alors Jacques Duclos, une première question qui revient souvent, n'aurait-il pas été préférable qu'il y eût une candidature unique de la gauche? Ben, nous avons pensé nous-mêmes au Parti communiste français qu'il était préférable qu'il y ait une candidature unique de la gauche. Et à cet effet, nous avons fait des propositions au Parti socialiste. Nous avons demandé qu'on élabore ensemble un programme commun aux formations démocratiques et aux organisations professionnelles, après quoi on aurait pu procéder à la désignation concertée d'un candidat unique de la gauche. Malheureusement,
la réponse du Parti socialiste a été négative. Le Congrès socialiste d'Alfortville a désigné Gaston Defferre. Et à partir de ce moment-là, toute possibilité de désignation d'un candidat unique avait disparu. C'est dans ces conditions que le comité central de notre parti a été amené à me désigner comme candidat à la présidence de la République. Et le soir même de ma désignation, j'ai donné à ma candidature la signification d'une candidature d'union des forces ouvrières et démocratiques. Par conséquent, voilà la réponse que je puis faire à cette question. Elle est simple, elle est claire. Elle est en effet parfaitement claire. Mais voilà, nous sommes dans la situation suivante, c'est qu'en définitive, il n'y a pas, me semble-t-il, enfin un certain nombre de candidats à gauche et un certain nombre de candidats en droite. En définitive, le choix essentiel devant lequel se trouvent posés les électeurs, c'est le choix entre la poursuite, sous une autre forme, de la politique qui était menée hier et une nouvelle politique que tu es le seul, en effet, à défendre. Oui, il y a deux politiques qui s'affrontent, mais cette politique, elle est représentée en ce qui concerne la politique nouvelle, c'est moi qui la représente. Et il y a des candidatures de division dont l'importance est ce qu'elle est. Mais en face de nous, il y a la politique réactionnaire, qui a deux défenseurs, deux candidats, M. Pompidou et M. Poher. M. Pompidou, c'est le candidat de la continuité, puisqu'il est le candidat de l'UDR, il est le candidat en quelque sorte officiel, le candidat du gouvernement. Eh bien, il est le représentant d'une politique que nous avons été amenés à juger depuis déjà longtemps. Au fond, le bilan de 11 ans de politique est assez lourd. Et si nous, pour ne reprendre que quelques points, je peux constater ceci, c'est que l'hostilité opposée par le gouvernement aux revendications de la classe ouvrière et de l'ensemble des masses laborieuses, ainsi que la carence du gouvernement en matière d'éducation nationale, furent à l'origine des événements de mai et de juin. Ça, c'est indiscutable. Au surplus, on peut constater que le gouvernement avait, par exemple, sur le plan de l'information, fait de l'ORTF son instrument de propagande. Alors que nous considérons, comme nous l'avons déjà dit, comme nous l'avons dit dans un projet de statut que nous avons élaboré à cet effet, que l'ORTF n'appartient pas au gouvernement, c'est un service public qui appartient à la nation. Et puisque j'ai l'occasion de m'adresser aux Françaises et aux Français sur le petit écran, je veux dire que nous, communistes, nous demandons la réintégration des journalistes qui ont été licenciés l'année dernière pour avoir demandé l'objectivité de l'information à l'ORTF. Et puisque je parle d'objectivité, je suis bien obligé de reconnaître qu'encore aujourd'hui, à l'ORTF, en dehors évidemment de cette émission électorale, et dans d'autres moyens d'expression plus exactement, eh bien, on voit très nettement que ma candidature est désavantagée par rapport à certaines autres, ce qui veut dire que même certains qui parlent d'objectivité ont un sens très relatif de l'objectivité elle-même. Donc, ce gouvernement, la politique gouvernementale a ce bilan négatif que nous sommes amenés à juger. De plus, il faut bien dire que dans la dernière période, il y a eu la spéculation qui a fait de bonnes affaires, puisqu'il y a eu 15 milliards de francs qui sont partis à l'étranger, et on voudrait bien connaître l'identité de ceux qui ont joué le Deutsche Mark contre le franc. Parce que vous qui m'écoutez, vous Françaises et Français qui m'écoutez, vous n'avez pas, vous, exporté des milliards en Suisse pour jouer sur le Deutsche Mark. Moi non plus, je n'en ai pas exporté. Mais il y en a qui en ont exporté. Et les noms de ceux-là, vous ne les connaîtrez jamais. Ils sont cachés. Parce qu'on ne veut pas frapper les spéculateurs. Ça aussi, c'est un des traits de la politique menée par le gouvernement, de cette politique qu'il faut combattre. Et à ça, nous voulons opposer, nous, une politique de démocratie avancée. Cette démocratie avancée doit l'être dans tous les domaines, économiques, social, politiques, et elle doit préparer dans notre esprit la marche
au socialisme pour notre pays. Une marche pacifique qui sera fondée sur la volonté populaire, car nous ne pensons pas que ce sont quelques minorités qui peuvent imposer leur volonté, c'est le peuple lui-même qui doit forger son destin. Et nous avons confiance dans la force créatrice du peuple et dans sa volonté de changement. Voilà par conséquent la politique de changement que nous opposons à la politique que défend M. Pompidou en tant que candidat officiel oui, justement, et que défend aussi... C'est la question que je voulais te poser, et parce que que certains aussi, disent, mais M. Poher... Et M. Poher défend exactement la même politique. C'est si vrai, c'est qu'il ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il veut collaborer avec les députés gaullistes qui sont en majorité dans cette Assemblée nationale. Voilà qui est significatif. Ça veut dire que ce qui veut dire que les hommes qui sont les véritables maîtres du pays, les hommes qui sont dissimulés derrière le gouvernement, derrière le Parlement, qui tirent les ficelles, ce que l'on appelait hier les 200 familles, ce que les hommes des monopoles capitalistes, les détenteurs de la véritable puissance capitaliste, ceux-là, ils doivent examiner le jeu électoral avec beaucoup de tranquillité. Ils doivent se dire, si Pompidou gagne, nous gagnons. Et si Poher gagne, nous gagnons aussi. Par conséquent, pour nous, il n'y a pas de différence entre ces deux candidatures qui sont appelées, qui ont pour objet de présenter deux variantes d'une même politique. Et il est regrettable, justement, que dans la gauche non communiste, il y ait des éléments qui aient favorisé ce jeu au lieu de créer les conditions d'une candidature unique de la gauche. En tout cas, pour ma part, j'ai conscience, face aux candidatures de puissance d'argent que je combats, d'être le candidat du peuple. Et j'ai conscience aussi que l'avenir de la France est dans le peuple, que c'est le peuple qui est porteur d'avenir, et c'est pourquoi je demande aux Françaises et aux Français de voter pour l'avenir.